Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 16h33 minutes. Je crois que nous avons avec nous en ligne le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Comment ça va, Monsieur Plamondon? Ça va très bien, vous? Oui, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, moi, je dis que ça va toujours bien, même quand ça va mal, mais quand je parle pas aussi longtemps à Paul Saint-Pierre Plamondon, mesdames, messieurs, ça va un petit peu mal. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon, je suis tellement heureux d'avoir gagné mon pari en disant que ce bonhomme-là, il ira loin. J'ai dit ça dès que je vous ai vu. Ça, c'est vrai. Et on vous... À cette époque-là, il n'y avait pas grand monde pour dire ça. Dans une certaine presse, Paul Saint-Pierre Plamondon disait, mais qu'est-ce qu'il est là, ce bonhomme? Non? Moi, j'ai compris tout de suite. Et je suis très heureux pour vous. Bon, une hirondelle ne fait pas le printemps, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Il reste du travail à faire. Exact. Et puis, d'abord, vous commencez sur une mauvaise note en me disant que avec ces immigrés-là, on risque d'avoir des problèmes au Québec. Hein? Vous croyez? Il y en a trop déjà de demandeurs d'asile? C'est vous qui dites ça, c'est pas moi qui dis ça. Bon, alors je veux entendre ce que vous allez nous dire là-dessus, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben écoutez, je ne sais pas sur quel sujet vous non, mais c'est les parce qu'on Québec craint une crise humanitaire. C'est bien grand mot, ça, là. Hein? La CAQ a dit ça, oui. C'est pas moi qui ai dit ça. Moi, j'ai parlé quand même, là, pour être très, très transparent, j'ai parlé d'une crise sociale sans précédent au niveau du logement et au niveau des services sociaux. Parce que, si vous regardez l'an passé, et moi j'avais publié là-dessus en novembre dernier, pour l'année qui vient de se terminer en 2023, on a accueilli au total 230 000 nouvelles personnes sur le territoire. Mm-hmm. Et on a bâti 30 000 logements. Et rappelons que, historiquement, le Québec a un des systèmes d'immigration les plus réussis du monde. Pourquoi? Si on se réfère au début des années 2000, par exemple, à l'époque, le Québec accueillait environ 35 000 immigrants permanents par année et on avait 60 000 immigrants temporaires sur le territoire, surtout des étudiants, quelques travailleurs temporaires, mais autour de 60 000, 70 000. Mm-hmm. Ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est que le fédéral a imposé au Québec un régime parallèle d'immigration. Donc, le Québec tente de planifier son immigration en fonction de critères bien établis et qui a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'on veut des francophones pour favoriser l'intégration dans le milieu de travail. On a toutes sortes de critères qui s'appliquent. En parallèle, à travers Roxham dans un premier temps, une fois que Roxham a été fermé, à travers un changement des règles aux aéroports, le gouvernement fédéral a instauré un régime parallèle qui fait qu'on a un nombre record de demandeurs d'asile qui, pour la plupart, ne viennent pas de pays qui sont en guerre présentement. Donc, c'est une nouvelle forme d'immigration économique où des gens qui ont quand même l'argent pour se payer le billet d'avion se disent « je vais rentrer avec un visa de touriste parce qu'on me le permet et je vais espérer obtenir la citoyenneté, même si c'est pas nécessairement un profil de demandeur d'asile en tant que tel. La personne va faire une demande d'asile. Ce qui fait que là, on est à 528 000 immigrants temporaires sur le territoire par rapport à 60-80 000 au début des années 2000. Et
ça a un impact sur le logement important, ça a un impact sur l'itinérance et un impact sur un recul du français qui a été mesuré là, par le commissaire parce que là, il n'y a pas de critères qui s'appliquent. Donc, les personnes n'ont pas nécessairement la maîtrise du français, comme c'était le cas auparavant. Donc, tout ça est mesuré, tout ça sont des faits, et tout ça nous est imposé par le gouvernement fédéral sans que le Québec soit informé, consulté, et sans que non plus le fédéral veuille contribuer financièrement. Là, on parle de 100 000 $ qui vont être envoyés par Ottawa pour des coûts qui sont estimés à 1 milliard. Ça n'a pas d'allure et il va falloir qu'on se batte effectivement. Sauf que lorsqu'on regarde les demandes de main-d'œuvre du côté de toutes les industries, ça déborde. Et moi, j'ai parlé à Blackburn, j'ai parlé à tant d'autres, n'est-ce pas, qui sont dans cette direction-là et qui croient que c'est la bonne chose à faire parce qu'il ne faut pas voir les immigrants. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un plan qui soit consulté du côté d'Ottawa et autant par le Québec avant d'y aller, mais il y a une demande pour de la main-d'œuvre que ça satisfait. Il ne faut pas voir les immigrants comme ayant à apporter avec eux seulement les problèmes. Comme quoi, tout problème vient des immigrants. Oui, mais il n'y a personne qui dit ça, sauf le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, pour créer un climat de peur et tenter de soutirer un profit politique. Il n'y a pas un seul parti au Québec qui dit « les immigrants, 3 petits points, problème ». Ben non, en fait, je corrige. Il y a un député de la CAQ lors de la dernière élection qui a dit une énormité, puis j'ai condamné sur le champ. Mais au Parti québécois, là, jamais on a personnalisé, on essaie de parler de seuil d'immigration. Puis je vais vous donner 2 exemples là, complètement aux extrêmes. Si on accueillait 5 000 personnes par année, est-ce que la situation serait la même que si on accueillait 5 millions de personnes par année? C'est sûr que c'est non. La réponse, c'est non au niveau des écoles, au niveau des soins de santé, au niveau du logement, au niveau du français. Je prends 2 chiffres très éloignés pour vous montrer qu'il faut être capable de parler de seuil d'immigration. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois que le Parti québécois parle de seuil d'immigration, surtout lorsqu'ils sont imposés de manière antidémocratique par Ottawa, il y a des partis pour essayer de créer un climat de peur et de convaincre les Québécois issus de l'immigration qu'il y a un danger, il y a une peur à avoir parce qu'on parle de seuil d'immigration. Mais de mon point de vue, parler de seuil d'immigration, c'est normal, de la même manière qu'on parle de prévision budgétaire, qu'on parle de taux d'intérêt, qu'on parle de politique en éducation. C'est une politique publique qui doit être discutée intelligemment en fonction de l'intérêt de tout le monde. Et moi, ce que je crains qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'accueillir beaucoup de personnes bien au-delà de notre capacité d'accueil et où ces personnes nouvellement sur le territoire iront. Dans certains cas, ce sera dans l'itinérance, dans la pauvreté et dans l'absence d'un filet social, dans l'absence de services dignes. Et projetons-nous dans 20-30 ans, est-ce qu'on veut être dans une société où on a très mal accueilli les Québécois d'adoption, de sorte qu'ils ont un ressentiment envers leur société d'accueil? Il y a des sociétés en Europe où ce ressentiment, il est irréversible. Et une de mes fiertés comme Québécois, c'est que j'ai toujours pensé que les relations sont humaines et harmonieuses entre tous les Québécois. C'est pas parfait, mais c'est quand même une terre paisible. C'est un endroit où les gens, comme vous et moi en ce moment, on jase, on cherche des solutions, puis on se considère comme des frères, comme des dans la coopération. Absolument. Paul Saint-Pierre Plamondon. On est en train de complètement changer le modèle sans qu'il y ait de discussion et que ça ait des répercussions à long terme parce qu'on n'est pas capable de construire du logement. Quand je vous dis qu'on a bâti 30 000 unités l'année dernière puis qu'il y a eu 230 000 personnes, nous, au Parti québécois, on prône plus de logements social, mais même si on augmentait par 50 % la production de logements, on arrivait à 45 000. C'est pas suffisant pour loger 230 000 personnes
nouvelles par année. C'est juste ça la réalité. Je comprends ces réticences et puis c'est censé, ça se fait dans le désordre, on n'est pas mieux. Cela dit, lorsque les personnes se présentent ici, on peut trouver des moyens d'arrêter le flot, de fermer la vanne d'une manière. On a fermé Roxham, on peut avoir des pourparlers pour émettre moins de visas parce que c'est des gens qui arrivent avec des visas canadiens. Cela dit, mais quand les gens sont là et demandent le statut de réfugié, surtout pour des femmes qui ont un permis de travailler, n'est-ce pas, qui doivent aller travailler. Généralement, ces femmes-là travaillent au salaire minimum et on leur interdit la garderie subventionnée. Et là, malgré les jugements de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, le gouvernement décide d'aller en Cour suprême. Êtes-vous d'accord avec le gouvernement de la CAQ? Le gouvernement de s'expliquer sur pourquoi on a besoin d'une troisième opinion juridique, celle-là de la Cour suprême. Mais je suis obligé de vous dire quelque chose de très terre-à-terre. Même si on octroie formellement au terme de ce jugement de la Cour suprême un droit aux enfants dont les parents sont en attente d'une réponse pour leur demande d'asile, un droit au CPE, la réalité, c'est qu'ils vont faire comme plusieurs familles québécoises présentement, puis aller sur la liste d'attente. Oui, c'est sûr. La réalité très terre-à-terre, oui, c'est qu'on ne répond déjà pas à ce besoin important, parce que c'est une belle réussite, les CPE, c'est l'œuvre du Parti québécois. On n'a déjà pas les places pour le nombre de personnes demandant, mais c'est pas juste ça, c'est vrai pour les classes d'accueil dans le réseau d'éducation, c'est vrai pour les soins de santé, c'est vrai pour la francisation. Le commissaire à la langue française estime que ça en coûterait 12 milliards de dollars pour franciser cette nouvelle vague d'immigration nettement influencée par, nettement augmentée par le fédéral au cours des dernières années. On n'a pas ces 12 milliards-là. Donc, je veux dire, je laisse le gouvernement justifier sur pourquoi on va une troisième fois, là, sur le plan juridique, avoir une opinion, celle-là de la Cour suprême. Mais une fois qu'on aura le jugement, parce que nous, on s'est déjà déclaré en faveur que le service de CPE soit accessible à tous, mais une fois que le jugement confirmera probablement ça, là, demeure que la réalité, c'est qu'il y a déjà une liste d'attente importante pour les places en CPE et que ces enfants-là n'auront probablement pas droit au service parce qu'on n'y arrive pas, on est loin encore du compte au niveau du nombre de places en CPE. Oui, mais c'est le calcul du gouvernement que je n'arrive pas à comprendre. Une femme qui travaille au salaire minimum et qui doit payer une garderie privée peut facilement se dire peut-être que je ne dois pas aller travailler et j'attends un chèque du gouvernement tous les mois pour m'aider à vivre avec mon enfant ou mes enfants. Oui, c'est l'aide sociale. Et à ce moment-là, ça coûte à nous tous. Oui, non, c'est vraiment pas un bon système. D'une part, il n'y a pas d'examen, c'est-à-dire qu'on a changé les règles aux aéroports pour que les visas ne correspondent pas aux règles là, qui existaient auparavant pour s'assurer que la personne s'engage si jamais la demande n'est pas acceptée, puisse retourner. Là, c'est un simple visa de touriste, donc ça a augmenté le nombre de demandes. Si on regarde ce que l'Europe fait présentement, certains pays donc s'engagent à traiter en 28 jours seulement la demande d'asile. Mais là, vous comprenez que lorsque le fédéral, à nouveau, qui nous a imposé ces changements de règles et cette situation, lorsque le fédéral prend un an et demi avant de répondre, bien, ça crée une situation très compliquée à tous les niveaux, notamment les services, l'aide sociale, que font ces familles dans l'attente interminable d'une réponse. Donc, tout ça est vraiment un chaos. Mais je suis obligé de vous dire que c'est intentionnel parce que Roxham a été créé de toutes pièces par Justin Trudeau avec des tweets invitant la population à passer par Roxham, ce qui a encouragé des groupes criminalisés de trafic humain à encourager de l'immigration à travers Roxham de manière dangereuse et désorganisée. Une fois que ça a été fermé, intentionnellement,
le fédéral a changé les règles aux aéroports. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que le Québec décide par lui-même. Et sur le plan de l'immigration, un Québec indépendant va trouver un équilibre, un modèle où on accueille tout le monde de manière équitable, on offre les services à tout le monde, on loge tout le monde. C'est un besoin fondamental que de se loger. Donc, on est très capable de trouver un modèle positif et durable, respectueux de tout le monde. Mais là, il y a un gouvernement qui travaille contre nous de manière antidémocratique et qui, par rapport aux francophones, parce que rappelons que plusieurs de demandes d'immigrants, notamment les étudiants, en provenance de l'Afrique notamment, qui maîtrisent le français, se voient bloqués par le fédéral. Donc, il y a vraiment aussi un deux poids, deux mesures où l'immigration de ceux qui ne maîtrisent pas le français va plus vite que l'immigration en provenance de pays francophones. Mais ça, c'est bizarre. Quel est l'avantage de tout ça? Ça ressemble à du sabotage. Paul Saint-Pierre Plamondon, parlons un petit peu du Parti québécois. Vous avez hâte d'en découdre parce que les sondages sont super bons, etc. Et moi, j'ai toujours envie de poser la question, est-ce que le référendum, c'est à la première année ou dans le premier mandat? Si vous saviez le nombre de questions que je me suis posées sur la mécanique référendaire, et le piège en politique, c'est toujours de faire des prédictions sur des choses qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on connaît en date d'aujourd'hui? L'engagement du Parti québécois de consulter la population formellement, de tenir ce référendum durant les 4 années au pouvoir, notamment parce qu'on calcule qu'on envoie 82 milliards en taxes et en impôts à Ottawa, qu'on obtient peu ou pas de services en échange. On obtient les passeports, l'armée, mais on n'obtient pas grand-chose à part une augmentation de la taille de la fonction publique canadienne qui a explosé par 40 %. Et on pense qu'avec les 82 milliards qu'on va rapatrier, on pourrait réinvestir en logement, en santé, en éducation pour donner des services à tout le monde. Paul Saint-Pierre Plamondon, vous ne comptez pas la péréquation qu'on reçoit en retour. Oui, c'est-à-dire qu'on reçoit 9 milliards net de péréquation. Donc, sur le 82 milliards, vous pouvez soustraire le 9 milliards. Vous pouvez également soustraire certains paiements directs, certains transferts directs du fédéral au Québec. Supposons qu'à grosso modo, là, il reste 52 milliards, entre 52 et 55 milliards, une fois que tout ça est soustrait. On va payer l'armée, on va payer les fonctionnaires, etc. Exact, mais etc. on peut faire les choix. Exact, mais avec 52 milliards, on peut faire plusieurs choses. Donc, on peut mettre 3-4 milliards sur l'armée, on va mettre des sommes importantes sur la diplomatie. Mais est-ce qu'on ferait les mêmes choix qu'au Canada et est-ce qu'on a le droit de décider démocratiquement de réinvestir dans les services directs à la population plutôt que d'avoir une fonction publique, des Santé Canada, des Revenus Canada, des Patrimoines Canada, puis des Transports Canada dont la taille est disproportionnée pour le peu de services qu'ils nous offrent? Oui, on a le droit de faire ce choix-là. Mais avant d'en arriver à ça, Paul Saint-Pierre Plamondon, je vous donne un conseil, un autre conseil. Il faut aller évangéliser des gens comme moi et d'autres. Évangéliser à l'effet que nous avons tous intérêt, tous les Québécois, donc tous ceux qui vivent sur le territoire du Québec, à faire du Québec un pays. Moi, je vous côtoie de temps en temps, pas assez, mais je ne l'ai pas tout à fait. Imaginez ceux qui sont encore plus loin de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais, vous devez leur parler et faire de l'enseignement, quoi. N'est-ce pas? Oui, en fait, c'est ce que je dois faire dans les 2 prochaines années. C'est un peu ce qu'on fait présentement, puis tant qu'à en discuter, il faut être capable d'imaginer que l'impact de mettre au monde ensemble un pays, c'est un univers de possibles extraordinaire et c'est un moment humain extrêmement rassembleur. Donc, il faut visualiser ce qui va se passer dans les jours suivant la naissance d'un Québec francophone ouvert sur le monde. On va donc obtenir un siège à l'ONU. On va donc avoir notre propre politique de relations internationales avec la possibilité d'aider d'autres pays. On va avoir une équipe de hockey, une équipe de soccer, une équipe québécoise dans plein de domaines, donc on va se mettre à rayonner
partout dans le monde. Et notre différence linguistique ne sera plus l'histoire d'une posture défensive, mais d'une posture de promotion à travers le monde. Ce qui est lourd en ce moment dans le Canada, là, on vient de parler des seuils d'immigration imposés par le fédéral, mais on pourrait parler du sous-financement de la santé, du manque de collaboration en matière de culture. Il y a plein de dossiers où est-ce que finalement le Québec vit constamment dans une posture défensive. Et ça amène aussi des réactions émotives regrettables, mais c'est parce qu'on se défend contre notre propre gouvernement qui n'est pas le nôtre. Notre vrai gouvernement, il est à Québec, mais il y a un gouvernement de trop qui n'est pas le nôtre, qui travaille souvent contre nous autres. Et si on se libère de ça, moi je pense qu'on va être dans une époque de rayonnement et on ne sera plus dans l'insécurité, dans la peur, on va être davantage dans le rapprochement, la célébration et le rayonnement à travers le monde. Donc, j'en parle le plus possible. Je vous rappelle que j'ai 3 enfants, dont un petit gars maintenant de 7 mois, qui s'ajoute aux autres qui ont 3 et 5 ans. On est seulement 4 députés à l'Assemblée nationale et on joue de facto le rôle d'opposition officielle. Donc, la commande, elle est énorme. C'est pour ça que je reviens périodiquement à votre micro, comme je vois sur d'autres tribunes, pour répondre aux questions, essayer d'expliquer où est-ce qu'on s'en va. Je vais être plus actif sur le terrain, donc si vous identifiez des tribunes où est-ce que je peux m'exprimer comme on le fait en ce moment, je vais dire oui. Mais il faut réaliser aussi que la pression sur nous, à 4 députés seulement, elle est immense parce que au jour le jour, on joue le rôle d'opposition officielle, alors que nos moyens, moyens qu'on nous a consentis, sont quand même très, très réduits. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, il faudra revenir en studio directement. Et puis, on a du temps et puis on va se parler. Cet été, on va se donner rendez-vous, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec un petit on va pas le dire fort. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci, je vous remercie encore une fois. Au revoir.